On a tous appris et chanté cette comptine à l'école. Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes? Non, aujourd'hui, on devrait garder le refrain, mais changer les paroles, vu les progrès de la technologie. Et on devrait chanter « Maman, les petits bateaux ont-ils des ailes pour flotter sur l'eau ?» Eh ben oui, c'est en quelque sorte l'évolution de la technologie qui nous pousse à ça, et puis les données économiques. Il y a tout de même là un paradoxe de la science. Si vous voulez, qu'est-ce qui a fait le charme de la navigation sur l'eau dans l'ancien temps? C'est parce que l'eau, tout corps plongé, vous vous souvenez, dans un liquide, reçoit une poussée, c'est la poussée d'Archimède. Autrement dit, cette poussée, en somme, maintient le navire à la surface et lutte contre son poids. Ce qui a permis, vous l'avez bien compris, de transporter de lourdes charges avec le minimum d'effort. En voilà qu'aujourd'hui, on veut se passer de l'eau qui offre une résistance à l'avancement. Qui dit résistance à l'avancement, dit bien sûr augmentation de la consommation d'énergie et freine le déplacement à grande vitesse. Donc, je résume, l'eau qui a fait le charme, l'intérêt de la navigation, eh bien l'eau maintenant, on veut s'en passer et on veut que les navires, eh bien, déjaugent, se soulèvent, se passent au maximum de l'eau. C'est là l'un des paradoxes de la technique. Mais ça mérite tout de même une petite explication. Et on s'est tourné vers les grands principes de l'aéronautique, c'est-à-dire la portance de l'aile d'avion. Regardez bien. Pourquoi une aile d'avion porte-t-elle? On pense tous que l'aile d'avion, l'avion est porté par l'air. Non, 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 non. C'est plutôt l'inverse. Regardez bien. Dès que vous placez dans des filets d'air ou des filets d'eau un profil, ici profil d'une aile, il se crée une différence de vitesse. Au-dessus de l'aile, l'air va beaucoup plus vite, donc, dit M. Bernoulli, une dépression. Alors qu'en dessous, l'aile est ralentie et il y a une surpression. Et la différence entre cette surpression et cette dépression génère une portance. Et en faisant varier l'inclinaison de l'aile, on augmente ou diminue la portance. Et c'est donc ce principe de l'aile d'avion que l'on va utiliser pour faire une aile, j'oserais dire, immergée dans l'eau, un profil immergé dans l'eau, on appelle ça la lame, les feuilles. Voilà donc l'idée clé, doter nos bateaux de feuilles comme on a doté les avions d'ailes. Mais l'idée n'est pas nouvelle en soi. Curieusement, elle est apparue, eh bien oui, vers les années 1860, alors qu'aucun avion n'avait volé. C'est un Anglais, Thomas Muy, à qui l'on doit ce système et qui a fait, en quelque sorte, décoller une petite barcasse au-dessus de l'eau. En 1905, un professeur italien, Enrico Forlanini, a appliqué ce système à, j'oserais dire, l'ancêtre de l'hydroptère et a atteint à l'époque la vitesse record de 70 km par heure, devinez où, bien entendu, sur le lac Majeur. En 1907, Santos Dumont, le roi des ballons, lui atteint les 100 km par heure, donc vit toujours plus vite. Eh bien, cela a éveillé l'intérêt, évidemment, vous l'imaginez bien, des transports de masse. Et les premiers essais ont été effectués, par exemple, par les Américains dans les années 40. Regardez bien, avec ce prototype, en somme, d'hydroptère. Là, ça a marqué le tournant, et vous voyez que ce petit bateau se soulève complètement de l'eau. Et les militaires, bien sûr, ont compris tout l'intérêt d'aller le plus vite possible sur l'eau. Et c'est Boeing qui a mené la course en tête avec la famille des Pegasus, autrement dit, une espèce de vedette de destroyer rapide. Et les essais furent très nombreux. Les Canadiens ont fait un navire de lutte anti-sous-marine, et surtout les Canadiens utilisaient ce mode de transport parce qu'ils avaient beaucoup de lacs. Mais les réalisations les plus concrètes sur le plan commercial furent les Grecs, évidemment, pour desservir les îles, et, ne l'oublions pas, l'ex-Union soviétique qui a beaucoup de lacs et de plans d'eau, avec la fameuse série des météores, produits de 1960 à 1994, des navires tout de même capables de transporter une centaine de personnes à plus de 60 km par heure. Mais, malgré leur performance, l'entretien des engins, la consommation d'énergie, la fiabilité, fait que, bien peu à peu, hélas, ils ont été abandonnés.
Mais c'est la course au large, avec l'idée d'aller le plus vite possible sur l'eau, qui a relancé l'intérêt pour ce mode de transport, c'est-à-dire des bateaux déjaugeant au-dessus de l'eau avec des ailes immergées, disons, des feuilles. Et là, encore une fois, eh bien, ce sont les Français qui ont ouvert la voie. Le plus célèbre étant, bien entendu, Éric Tabarly, qui, avec son trimaran Paul Ricard, en 1980, il bat le record de la traversée de l'Atlantique avec 10 jours. Juste tout de même, petite précision, 10 jours. C'était ahurissant pour l'époque, mais déjà, les grands trains atlantiques ne mettaient que 5 jours. C'est pour vous situer les choses. Mais il a fallu attendre les années 2000 pour voir apparaître une nouvelle race d'engins, notamment toujours avec un Français, le navigateur Alain Thébault, qui est un élève de Tabarly, qui lui, avec son hydroptère, a franchi la barre symbolique, c'est tout de même étonnant, des 100 km par heure. Après ce coup d'essai d'Alain Thébault, il a fallu attendre, disons, le développement des courses au large, style Vendée Globe, style le Trophée Jules Verne, pour voir se généraliser ce mécanisme d'hydroptère, de bateau volant, car est symbolisé par cette image où vous voyez, magnifique bateau, une énorme voile, et vous voyez avec des énormes feuilles qui fait que toute la coque des jauges qui n'est plus portée que par seulement 3 points. L'avantage aussi de ces feuilles qui sont inclinées, outre la portance du bateau, ils évitent le mécanisme de chavirement, autrement dit, jouent le rôle en quelque sorte de la quille du bateau. Et quand on regarde les navires de dernier Vendée Globe qui courent actuellement, eh bien on s'aperçoit que certains sont dotés d'énormes feuilles en forme, je voudrais dire, de longues cornes, de grandes cornes, et qui évitent le chavirement. Enfin, à vous signaler que dans la course autour du monde, dans le trophée Jules Verne, eh bien, le magnifique trimaran Edmond de Rothschild, lui aussi, va déjauger disons à partir de 15 nœuds, se soulever complètement hors de l'eau, réduisant ainsi sa résistance à la vente. Bon, et tentant de battre le record du monde.